Hello, salut à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce meet-up, pour cet événement sur le Green Agile, Green Agile en français. Pardon pour le mauvais accent anglais. Euh, je suis très heureux d'accueillir Gwenaël aujourd'hui, qui vient nous parler, on va dire, numérique responsable et agilité. Donc, c'est deux choses qui sont super intéressantes, qui me sont chères et qui sont chères à pas mal de gens, et j'imagine à beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, c'est top de te recevoir. Merci d'avance pour cette session. Et ce que je vais dire juste en termes de facilitation, s'il vous plaît, vous avez vu normalement que vous êtes en mute jusqu'à la fin de la session. Si à un moment donné, vous voulez vraiment interagir avec Gwenaël, n'hésitez pas à me le demander, soit via le chat ou via le chat privé, le chat public ou le chat privé, peu importe. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sinon, ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions au fil de l'eau, de les mettre dans le chat et puis on reviendra dessus à la fin, si ça vous va. Ça marche? On aura le moment question-réponse. On aura le moment question-réponse, ouais. Ok, Je te ça laisse aller. marche. Ouais, on est parti. Eh ben, bonjour à tous et un grand merci. Donc, si vous voyez regarder sur la droite, c'est que j'ai le chat sur le côté, mais sinon, mon écran est devant. Donc, on va parler responsabilité et agilité numérique. On va parler 2 petites secondes de moi et puis ensuite, on enchaîne. Donc, je suis Gwenaëlle Yrien, je suis coach agile et coach professionnel. Je fais aussi Scrum Master et j'adore ça. J'ai été développeuse avant et j'aimais beaucoup ça aussi. Et je continue à parler tech, donc surtout craft. Donc merci aux crafteux qui sont là. Je sais, Agilis crafteux, la bienveillance, c'est votre truc. Donc comme c'est mon premier meet-up en ligne comme ça, la première fois que je donne cette conférence-là, en n'ayant pas de retour en direct, bah, je vous fais confiance pour m'aider dans ce moment, dans cette découverte. Et sinon, les engagements climat, c'est vachement, vachement important pour moi. Donc, je suis animatrice de la fresque du climat, je suis évaluatrice projet pour Time for the Planet. Si vous ne connaissez pas, on pourra en parler après. Et puis sinon, il y a aussi la fresque du numérique, un tas de choses sur le numérique responsable. Donc, on pourra parler de tout ça à la fin. Le but du jeu de cette conférence qu'on va suivre ensemble, là, pendant une petite heure, on va regarder quelques chiffres, bien entendu, un peu de sensibilisation. On va parler ensuite de pourquoi on est là aujourd'hui et de qu'est-ce que je peux essayer de vous apporter. Et surtout, on va essayer de travailler autour de la notion de manifeste agile responsable. Et ensuite, on fera les questions-réponses. Avant de commencer, petite chose, donc je ne suis pas experte dans tous les domaines dont je vais parler, mais par contre, j'aime beaucoup cogiter et mettre les choses en lien. La systémique, c'est vraiment mon grand truc. J'adore ça. Et donc, le but du jeu, c'est pas tant d'aller forcément tout le temps dans le détail et de vous donner toutes les techniques possibles, parce que je vais vous donner énormément de ressources pour vous former, mais ça va être surtout de vous ouvrir au possible, de voir plein de choses qui existent. Et quand on veut travailler sur le numérique responsable, il y a tellement de domaines dans lesquels pouvoir donner un coup de main et se former que le but du jeu, voilà, c'est plutôt d'ouvrir des portes et de pouvoir nourrir vos réflexions. Est-ce que c'est bon jusque-là dans le chat? J'ai l'impression. Ouais. Ok, top. Eh ben, on va continuer. Alors, les agilistes doivent connaître l'outil Kahoot, mais c'est vachement pratique comme on est en distanciel comme ça, tous ensemble, pour pouvoir parler un tout petit peu des chiffres. J'ai décidé de vous faire un petit système de vote en ligne. Donc, normalement, vous avez tous le lien du Miro, mais Johan, si jamais tu peux le remettre, voilà, top, sur le chat. Et donc, je vous invite tous à venir me rejoindre et on va tester ensemble un petit système de vote. Donc, je vais le mettre en place sous vos yeux. Comme vous voyez, je vais créer une frame qui va nous permettre hop, de voter. Et je vais essayer de tous vous amener vers moi avec le super contrôle du Bring Everyone to Me. Normalement, vous pouvez tous arriver ici. Chaque personne aura un vote. Donc, on va faire un premier test ensemble. Donc, on va se concentrer sur cette première notion qui est, à votre avis, combien il faut de matières premières pour fabriquer un ordinateur d'environ 2 kg? Alors, je vais laisser une petite minute le temps d'arriver. Pour le but du jeu, tout le monde n'est pas obligé de participer au vote. Hein, on peut faire ça rapidement, c'est pas un souci. Et puis si ça se passe bien et que ça vous plaît, on va en refaire un juste après. Ouais, vous pouvez commencer à mettre des chiffres. Je vois quelqu'un qui commence à mettre du poids. Alors effectivement, je crois que c'est une raie requin qui fait à peu près 200 kg. Et une vache, ça peut monter jusqu'à 800. Hein. Donc, ok, top. Alors, vous êtes 15. Je vais lancer le système de vote et puis on va voir comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à mettre vos post-it, c'est fait pour ça. Allez, c'est parti.
Donc là, comme vous le voyez sur mon écran, vous pouvez mettre un petit plus en cliquant sur l'animal de votre choix. Et je vais attendre que sur les 13 là qui participent, on est terminé. Et normalement, avec Miro, on va avoir une super belle petite animation. Alors, j'ai 9 personnes qui ont voté, 10, on y est presque. Il manque une petite personne. Ah, si vous êtes sur, malheureusement, si vous êtes sur tablette ou téléphone, je sais que ça marche pas très bien. Ah, Ça ça va être va, il compliqué. lance. Ah bah voilà. Ouais, c'est bon. Alors, c'est Parfait. parti. On va tester l'animation. Hop. Alors, les résultats. 11 votes pour la vache et 1 vote pour le phoque. Ok, pas mal, pas mal. Alors, sachant qu'effectivement, c'est 800 kg pour une vache, 200 kg pour une remonta, 80 kg pour un phoque et puis une petite trentaine de kilos pour la chèvre. Donc, on va regarder les résultats juste après. Si ça vous va, on va s'en faire un petit deuxième. Et je vous donne les chiffres juste après. Parce qu'il y a un autre truc qui est intéressant à voir, c'est à votre avis, les émissions de CO2 pour le numérique, c'est plus proche de quoi? Vu que vous êtes agiliste et crafteux pour la plupart, les estimations, ça doit vous parler. Et vous savez qu'on est très bon en comparaison de choses. Donc, à votre avis, c'est plus proche de l'aviation, des véhicules pour les particuliers ou de manger régulièrement du poisson, des sushis. Hop, on est parti. Cette fois-ci, je ne mets pas de vote, j'influence pas moi. Alors, il nous reste 2 personnes. On va dire que c'est bon. Allez. C'est parti. OK. 9 votes pour l'aviation, 2 pour la voiture et 1 pour les sushis. Ça marche. Eh ben, écoutez, on va en faire un petit dernier et on va aller voir les chiffres. Et une dernière question pour vous. À votre avis, quel pourcentage de devices on va recycler en France? Et donc, je vous le fais en taille de t-shirt. Ce sera le plus rigolo, je pense, comme système. Hop. Hop. Et c'est parti. Ah, j'ai loupé le XS dans mon truc. De toute façon, le S pourra servir. Hein. Si vous voulez mettre XS, vous pouvez mettre S. Ça ira très bien pour la session. Alors, j'ai perdu un peu de monde. J'ai que 2 personnes qui ont voté. Ah, mais je pense parce que tu l'as pas lancé tu l'as lancé en multiple en fait, c'est juste ça. Ah, Peut-être que les gens ont d'accord. voté, mais en fait, on peut comment faire plus moins. Et du coup, tant que tu dis pas Ah que j'ai oui, d'accord, ok. c'est Bon, juste ça. ça marche. Ah oui, c'est les petits réglages. Ça marche. Bah, écoutez, j'attends encore 2-3 secondes et puis on est parti. Allez, hop. Alors, on était plutôt sur quoi? Plutôt du S, hein, et peut-être même certains ont voulu mettre du XS. Ça marche. Eh bien, on va aller regarder tout ça. Donc, je me replace sur la bonne slide. Hop. Alors, quelques chiffres. Effectivement, pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il faut 800 kg de matière première. Donc, le Mac que vous avez dans votre sac pour aller bosser, c'est le poids d'une vache. Et pour le smartphone, c'est le poids d'une raie tigre ou requin, je crois. Et donc, c'est 200 kg. Donc, effectivement, ça commence à faire beaucoup à aller chercher dans les mines et aussi en poids d'eau. Hein. C'est énormément de choses. Dans les chiffres qui sont vraiment intéressants à retenir, je pense, c'est pas tant le poids de matière première, mais multiplié par le nombre d'êtres humains, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est surtout quand vous ouvrez le blister de votre nouveau téléphone, vous avez déjà consommé 90% du CO2 qui est lié à sa fabrication. Donc, une des grandes problématiques qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les devices, il faut les utiliser au maximum
jusqu'au bout, les recycler, les partager, les revendre, les donner à votre maman quand vous en achetez un neuf, les faire vivre. Parce que l'important, c'est vraiment de se dire que c'est au niveau de la création de matières premières qu'on consomme le plus de CO2 et qu'on a un bilan le plus impactant au niveau du numérique. Pour les émissions de CO2 dans le temps, en fait, on est entre l'aviation et la consommation des voitures, mais aussi le fait de manger du poisson. Donc on est vraiment en fait sur un chiffre qui est aux alentours de 5%, 4% mondial, 6% en France, et c'est une courbe qui est plutôt exponentielle pour l'instant. Et surtout, le chiffre qui peut être intéressant à regarder, c'est que nous, on recycle à peu près 15% du matériel. Par contre, il y a 70% des déchets qui sont exportés illégalement vers l'Afrique ou l'Inde. Donc, on crée, on consomme. Par contre, ce qui se passe derrière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à tracer. Donc, s'il faut retenir aussi un chiffre, c'est qu'effectivement, vous achetez quelque chose, il va falloir bien penser avant. Et puis surtout, à partir du moment où vous ne voulez plus l'utiliser, qu'est-ce que vous en faites? Et donc, c'est des choses qu'on va voir petit à petit dans cette présentation. Alors, je ne vous montre pas énormément de chiffres, mais par contre, je vous ai mis toutes les sources à la fin et vous les avez toutes à droite ici, que ce soit au niveau de l'INR, de Shift Project ou de l'ADEME, il y a énormément de choses à voir. Donc, si vous voulez des choses précises, complètes, n'hésitez pas, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, un petit Start with Why classique pour nous maintenant. En fait, j'ai voulu faire cette présentation-là parce qu'à la base, c'est M. Fabrice Bloch qui m'avait demandé de faire une présentation keynote pour la journée de l'agilité à l'INSEE. Et il me disait, il faut vraiment que tu viennes parler de ça. Je dis, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette question-là, c'est de comparer ce qui se passe au niveau d'une transformation agile dans une entreprise et ce qui va se passer au niveau d'une transformation numérique responsable. Et donc, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble en fait les parallèles, les choses qui sont différentes et qu'est-ce qui peut nous aider en fait en tant qu'agiliste à aider la transformation de l'entreprise autant sur l'agilité que sur le numérique responsable. Et donc, dans les deux cas, notre boulot à nous, c'est d'affronter la complexité d'un monde VUCA. Donc, on va aller regarder ça juste après pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme-là, en transmettant du sens et des responsabilités. Et donc, au niveau du numérique responsable, ça va se traduire par OK, c'est quoi notre why? Pourquoi on va faire ça? Pour s'impliquer sur la RSE, sur les responsabilités sociales des entreprises, regarder ce qui se passe au niveau des bilans carbone, la loi RIN, qui est vraiment intéressante, tout ce qui est labellisation. Et comment on va le faire? En gérant justement nos périphériques, nos devices, en écoutant les attentes des salariés, en regardant quel est leur besoin de sens. Et en faisant quoi? En faisant de la gestion du changement, de la formation et de la sensibilisation. Donc là, on est déjà sur quelque chose qui quand même ressemble vachement à ce que vous devez connaître en tant qu'accompagnateur au changement en agilité. Alors, un monde VUCA en rapide, qu'est-ce que c'est? C'est un monde qui est dans de la volatilité, donc qui change tout le temps. Les modes changent, les besoins changent, la trottinette électrique, oui, non, les voitures électriques, oui, non, un tas de besoins qui est constamment en train d'évoluer, qui est constamment rechallengé, mais c'est pareil quand vous construisez un produit, que vous êtes sur un business model, que vous êtes sur un marché, c'est constamment en train de changer et c'est ça qui fait qu'on demande aux entreprises d'être capables de livrer le plus rapidement possible, même si c'est des petites choses, pour pouvoir justement pivoter et se déplacer sur leur marché. Et donc, quand on est dans un monde qui est aussi dans le changement climatique, c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Un monde qui est avec de l'incertitude parce qu'on ne sait pas exactement où on va, que ce soit sur du pilotage d'entreprise ou que ce soit sur une transformation beaucoup plus large au niveau de la société. Et c'est difficile de trouver une vision et de vraiment la partager, autant dans une entreprise que dans une société. Je pense que vous connaissez, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, c'est un monde de complexité. Et donc, ça, c'est quelque chose, je n'aurai pas forcément le temps d'en parler longtemps ici, mais la différence entre difficile, compliqué et complexe est vraiment très importante. Et vous avez le modèle Cinefin qui en parle très, très bien. Je le mets plus tard dans les sources. Mais globalement, en fait, la complexité, c'est quand on n'est plus capable de se le représenter mentalement. Et que même quand on le pose sur une feuille, ça englobe tellement de choses, comme vous savez, les grandes mind maps où il y a plein de mots qui sont reliés et de sens, ça commence à faire tellement que vous n'êtes pas capable intellectuellement de comprendre toutes les imbrications des choses. Et donc, on dit souvent que la crise écologique, c'est pas un grand et immense problème, en fait, c'est des milliers de petits
problèmes qui sont tous interconnectés. Et donc, c'est difficile d'attaquer la complexité. Alors, il y a des moyens, hein, c'est faisable, mais voilà, ça prend du temps et ça demande de l'accompagnement. Et enfin, de l'ambiguïté par manque d'informations ou trop d'informations. Je pense que vous avez vécu tous toute cette période du Covid, par exemple, avec toutes les infos en trop, pas assez, des difficultés à comprendre. Et donc, ça apporte aussi plein de biais cognitifs et de difficultés en fait, à savoir comment se positionner. Et donc, le but du jeu de l'accompagnement au changement et des personnes qui sont en entreprise pour accompagner, c'est justement de connaître ces problématiques-là et d'essayer de les résoudre au mieux avec le contexte de l'entreprise, que ce soit pour l'agilité ou pour le numérique responsable. Alors, une complexité agile, ça ressemble à quoi? Je me suis un petit peu amusée avec Miro, j'adore cet outil et je vous le conseille. Donc, j'ai essayé de représenter un peu qu'est-ce que ça peut être un organigramme quand on est en train de faire une transfo, avec les développeurs dans tous les sens, les endroits où il faut faire des économies, les managers, les endroits où c'est en feu, les endroits où on est en train d'éteindre à la mode pompier. Une complexité agile, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de changements, de parties prenantes, de besoins et d'outils, et il faut faire en sorte que tout ce monde-là arrive à bien communiquer, qu'il y ait de la transparence sur ce qui est en train de se faire, et on résout ça par de l'inspection, de l'adaptation, des itérations, de la qualité, beaucoup, c'est très très important, beaucoup de tests, et puis une vraie conception produit, et puis un accompagnement en ligne, parce que c'est important de pouvoir créer, mais c'est aussi important de pouvoir décommissionner. Et donc, il y a des outils qui sont très utiles comme Cinéfine ou justement la systémique. Et c'est là que je vais vous demander de participer un peu. À votre avis, quels sont le top 3 des échecs des transfos d'entreprise vers l'agilité? On va prendre peut-être une petite minute. Si vous pouvez créer des post-it, je vous en montre un. Comme ça, vous pouvez le copier si vous voulez en faisant CTRL-C, CTRL-V si vous n'êtes pas familier avec l'outil. Et on va prendre une petite minute. Et en fait, j'aimerais faire cette expérience un peu en live avec vous parce qu'en conférence, je n'ai pas pu justement faire ce truc-là. Et j'aimerais bien qu'on compare en fait entre les transfos d'entreprise vers l'agilité et juste après les transfos numériques responsables pour ceux qui ont... Hop. J'espère que ça va pour vous pour l'instant. N'hésitez pas à dire dans le chat à Johan s'il y a quoi que ce soit. Yes, il y a juste Emilien qui demande si tu peux l'amener au slide. Je pense qu'il est perdu sur la carte. C'est le Bring Everyone to Me. Allez hop, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux, Emilien? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le manque de confiance sur l'équipe agile, focus sur les outils et les process, le manque de vision, les silos, j'ai pas mal de manque de vision, pas de sponsor côté management, je vois qu'on vit tous le même quotidien, manque d'expérience de la part des décideurs dans l'agilité. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec le DSI de l'INSEE, qui est en train d'accompagner justement avec Fabrice sur la transition agile de l'INSEE. Et donc je lui ai demandé comment ça se faisait que ça se passait si bien, parce que j'ai vu plein de choses super chouettes à l'INSEE. Et une des choses qu'il m'a dites, c'est que lui, il a vécu en fait une transfo agile en étant une des personnes qui devait vivre et pas piloter pendant plusieurs années, et que ça lui a énormément appris justement autant sur le fait d'être formé à l'agilité que sur qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une transfo et de la subir parce que les personnes au-dessus ne sont pas formées. C'était vraiment intéressant cette discussion avec lui. Manque de sécurité psychologique, management peu impliqué. Ok. Trop de coûts pour former, ROI. Effectivement, hein, c'est vrai que la question de l'investissement autour des formations est très très intéressante. Le manque de formation, confondre rapidité et efficacité. Oui, tout à fait. Ça revient aussi un peu mal, manque de formation. Donc on va voir que sur le numérique responsable, il y a encore beaucoup de boulot. Et pour l'instant, ça peut coûter assez cher de se former au numérique responsable
Alors, on va essayer de trouver des façons un peu plus gratuites de pouvoir se former, au moins sur son temps libre déjà, si ça vous intéresse. Je vais vous donner pas mal de ressources là-dessus. La communication, le top management. OK, ça marche. Eh ben, si c'est bon pour vous, je pense qu'on va passer à la slide suivante et on va pouvoir continuer notre petite expérience. Trop de fausses infos sur le greenwashing. Oh oui, vous allez voir, on va en parler aussi. Une de mes craintes, justement, quand on m'a proposé de parler d'agilité numérique responsable, c'était OK, mais moi, je ne veux pas faire du greenwashing. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que c'est le greenwashing et comment on n'en fait pas? C'est une bonne question. Temps utile pour faire de la démonstration de l'efficacité de l'agilité. Alors oui, ça c'est aussi une autre question. Les choses ne changent pas en un claquement de doigts. Et accompagner le temps vivant d'une entreprise, le temps vivant d'une équipe, le temps vivant d'une direction, c'est quelque chose de long. Et c'est pour ça que c'est aussi important la notion de baby step. OK, je pense qu'on a pas mal d'infos. Alors, on va passer à la suite. Hop, je me remets sur la slide. Alors, on a regardé pour la complexité, du coup, de la transition vers une entreprise agile. Et alors, les complexités Green IT, j'ai essayé de vous représenter rapidement, hein. Qu'est-ce que ça peut être la sensation quand on est en train de faire une fresque du climat? D'ailleurs, si vous ne l'avez pas faite, je vous conseille vraiment de le faire. Si vous êtes là de toute façon ici aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de vous intéresser aux problématiques autour des crises environnementales. Et donc, la fresque du climat, c'est un bon premier pied. Ça demande un vrai engagement personnel parce que ça demande de se mettre au courant de choses qui ne sont pas forcément drôles. Mais c'est déjà, je pense, et c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est déjà 90% du boulot, hein. Vouloir faire la fresque du climat, vouloir s'impliquer déjà juste dans le fait de connaître et de porter cette connaissance, c'est déjà énorme en fait. Et je vais en reparler après. Et donc, les complexités Green IT, c'est qu'on a beaucoup d'usagers différents, avec des besoins différents, plein de devices, plein de systèmes, et puis des bases de données qui s'écroulent sous leur propre poids. Vous connaissez ça, je pense, les problématiques de... Il faudrait qu'on décommissionne beaucoup de choses. Et donc, quand on accompagne sur le numérique responsable, en fait, on fait la même chose qu'en agilité sur beaucoup de choses, hein. On utilise Cinefin, on utilise la systémique, et puis on inspecte, on adapte, on améliore, on prolonge. On fait en sorte d'utiliser ce qui existe déjà. Et puis, on essaye aussi vraiment de recycler et d'économiser, hein. Je le redirai plusieurs fois pendant cette présentation, mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour le climat, déjà, c'est de ne pas consommer ou de réutiliser. Mais la première question à se demander, c'est la consommation. OK, eh bien, j'ai encore besoin de vous. À votre avis, dans le top 3 des échecs des transferts d'entreprise vers du Green IT, qu'est-ce qu'il y a? Ça serait super intéressant si certains en ont déjà vécu ou sont dedans. N'hésitez pas à mettre un maximum de post-it pour guider les autres. Mais même pour ceux qui n'ont pas forcément de connaissances sur le sujet, ça peut être intéressant d'avoir vos intuitions, en fait. Ah oui, je vois Lydie qui dit qu'il y a une version quiz pour une gentille intro. Tout à fait. Oui, alors moi, je ne l'ai encore jamais faite, mais je sais que Lydie l'a fait et j'ai vraiment envie de pouvoir la faire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le temps de le faire en entreprise, hein. C'est quand même un format 3 heures, la fresque du climat. Les députés sont en train de le faire d'ailleurs, enfin certains députés. Donc ça demande un vrai engagement de temps, un vrai engagement de l'entreprise. Et puis des fois, on n'a pas forcément le temps sur son temps personnel. Donc plus simple pour la version quiz, j'ai hâte de la faire. Et donc, je vous avais mis une petite anecdote sur le board, je vais vous raconter ça pendant que vous mettez vos post-it. J'étais en train de faire justement un des MOOC gratuits sur le numérique responsable que j'ai trouvé et que je vais vraiment vous conseiller. Et il y avait un monsieur qui avait accompagné pendant 1 an la politique RSE au niveau de NJ. Et c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Il raconte des équipes, de toutes les communautés de pratique qu'ils ont mis en place. Et à la fin, il explique qu'en fait, ça fait 1 an qu'ils font ça sur leur temps libre à l'intérieur de l'entreprise. Et que du coup, en fait, toute cette politique RSE-là, qui a été mise en place avec des communautés, plein de choses qui étaient très vivantes, elle a arrêté d'exister après 1 an et demi parce qu'en fait, elle n'a pas été subventionnée. Et donc, c'était dur de voir ce gars hyper engagé et qui avait fait plein de choses et qui disait au bout d'1 an et demi, là, les gens commencent à fatiguer, quoi. Et donc, c'est une des choses qu'on voit énormément dans les transformations d'entreprise pour réussir à mieux pivoter, à livrer plus rapidement, mais aussi sur le numérique responsable, c'est faut tenir dans le temps. Le fait de changer une entreprise, c'est pas un sprint. On parle tout le temps de sprint dans Scrum, mais c'est pas un sprint. C'est un marathon du siècle. C'est vraiment le marathon du siècle. Et donc, il faut faire attention à soi, faire attention aux autres et prendre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le climat n'est pas dans le bilan de l'entreprise, tout à fait. Touillette de café en bois.
Action sur des périmètres où l'impact sur le climat est négligeable, tout à fait. Il y a certaines choses, on en est très fiers, on le met énormément en avant. Une des problématiques justement du greenwashing, c'est de mettre en avant des choses qui sont taguées pour le climat, mais qui ne prennent pas en compte la réflexion systémique de ce que ça veut dire en fait. Et mettre en place juste des toutes petites choses et faire beaucoup de pubs dessus, malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. On a toujours fait comme ça, on doit fixer les bugs d'abord, tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, pour changer au niveau agilité, c'est souvent aussi des choses qu'on entend. Le quotidien est trop prenant, penser green, c'est un nouveau caillou dans la chaussure. Alors ça, c'est vrai aussi, hein. Si c'est mal sponsorisé, si c'est pas assez accompagné, les gens sont déjà tellement fatigués par leur transfo, par leur quotidien, que leur rajouter ça en plus, oh là là, bah, ça leur fait du mal, hein. C'est normal. Encore une fois, sponsor RSE absent, protéger le climat égale décroissance. Alors, on va en parler aussi. Faire une transfo agile, ça demande de s'interroger sur la raison d'être de l'entreprise, de donner une vision. On va aller regarder ça au prochain slide, si c'est bon pour vous et que tout le monde a terminé. Ça demande de s'interroger sur la vision et ce qu'on va donner aux collaborateurs. Et déjà, pour une transformation d'entreprise, déjà pour donner la vision sur les produits qu'on vend, c'est compliqué. Mais alors, demander à une entreprise qui a en plus une raison d'être qui n'est pas forcément en adéquation avec la crise climatique, là, ça devient d'une complexité redoutable. Ok, si c'est bon pour vous, on va repasser à la suivante. Et on en arrive au bout de cette expérience à ce que je pensais qu'il allait arriver. Donc, je vous remercie parce que ça confirme un peu avec plus de personnes ce que moi j'ai déjà vu. C'est qu'une transformation agile, c'est accompagné par un nouveau sens, de nouvelles valeurs, les organisations, leurs capacités et leurs pratiques. Vive les crafteux, encore une fois. Et transformer son entreprise pour qu'elle devienne numériquement et socialement responsable, en fait, c'est passer par les mêmes étapes. On va être obligé de parler du sens, de la mission, du mindset qu'on va appliquer, porté par le manifeste agile, les frameworks et les méthodes, et puis les pratiques. Et donc, comme on s'est déjà posé ces problèmes-là et qu'on se les pose depuis un bon bout de temps maintenant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait, de parler de ça justement sous ce prisme-là. On a acquis énormément d'expérience sur qu'est-ce qui bloque une transformation agile. Pourquoi ne pas utiliser l'expérience qu'on a eue sur cette question-là pour la mettre au service d'une transformation numérique. Et donc, c'est pour ça que je compte énormément sur les agilistes et les crafteux, parce que vous avez déjà le mindset. Et donc, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Pour donner un petit peu de sens, je vous ai mis plein de choses sur cette slide-là et de toute façon, vous aurez accès plus tard pour regarder. Donc, tout ce qui est les sociétés à mission, le mécénat de compétences, on a beaucoup parlé avec Johan, la différence entre branding et marketing. Hein. Le marketing va plutôt créer du greenwashing, alors que le branding, la constitution vraiment de l'identité d'entreprise, va permettre de pouvoir porter des valeurs. Les entreprises multicapitaux qui prennent en compte la nature, les écosystèmes, les compétences et le bien-être à l'intérieur justement du ROI qu'ils attendent sur leur marché. Les économies circulaires, les économies de fonctionnalité collaborative, il y a énormément de choses à voir. Donc là, je vous ouvre plein de portes, mais le sujet sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est sur l'abîme là, juste ici. En fait, nous, on est là. Juste après qu'il y ait les novateurs qui n'ont pas été écoutés pendant les années 70-80 sur les problématiques environnementales. Et nous, on est là, on est les premiers adoptants. Si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes les premiers adoptants de « il va falloir qu'on se mette à faire du numérique responsable, il va falloir qu'on avance sur la crise écologique ». Et en fait, la majorité précoce, ces 34% de personnes, c'est ce stade-là qu'on doit atteindre collectivement pour réussir à faire que ce soit un sujet de société française, mais aussi un sujet de société au niveau du monde. C'est à peu près ce pourcentage-là de la population qu'on doit atteindre. Et là où c'est le plus difficile, c'est de passer des premiers adoptants à cette majorité précoce. Et vous connaissez ça puisque vous êtes dans justement la création de produits numériques, dans l'informatique. On la connaît très bien, cet abîme-là, quand on est en train de lancer une start-up. Est-ce que mon produit va passer cet abîme et est-ce qu'il va commencer à vraiment être adopté? Et donc, c'est très, très important en fait de passer ça. Et justement, le fait de se former, de faire des conférences comme ça, pour moi, c'est justement participer à pousser en fait vers cette majorité précoce. Et donc, le « What are you doing here ?» il y a une citation que vous retrouverez dans le super bouquin Green IT de Upton Sinclair qui dit qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui est payé pour ne pas le comprendre. Et donc, autant en transfo agile qu'en transfo numérique responsable, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver. Et donc, si on écrivait un manifeste Green Agile, justement, pour nous aider à piloter
à donner quelque chose qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et donc, ce que je vous propose, parce que normalement, cette conférence-là, je la fais donc de manière dynamique, j'ai fait parler le public. Là, vous êtes à distance. N'hésitez pas à le créer de votre côté, à réfléchir à ce que vous metteriez dans un manifeste agile. Et puis, on essaiera de collaborer à la fin et de regarder tout ce que ça vous a fait penser. C'est bon pour vous? Le chat, ça va? OK. Alors, rapide retour sur le manifeste agile. Normalement, on est sur un public qui est plutôt au courant. Les personnes et les interactions, des logiciels fonctionnels. Donc, je le lance en démo, il fonctionne, je peux avoir du feedback, collaborer avec le client et l'adaptation au changement. C'est les valeurs qu'on essaye de prioriser par rapport au processus et aux outils, à une doc complète, à une négociation du contrat et au suivi d'un plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de processus et d'outils. Fort heureusement, il y en a besoin parce qu'on a besoin de se cadrer, mais il ne faut pas que ça empêche, par exemple, les personnes et leurs interactions. Donc ça, c'est le fonctionnement de comment est-ce qu'on lit le manifeste agile, et on va essayer justement d'avancer sur le Green Agile que je vous propose. Et encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pourriez proposer. Donc les personnes et leurs interactions, j'ai préféré leur traduire par l'humain et ses besoins, et les processus et les outils, donc l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Donc, il y a plein de choses en fait qui sont très intéressantes sur le fonctionnement du cerveau humain et qui nous permettent de vendre plein de choses et de faire consommer plein de choses. Donc à la fin de la présentation, vous aurez des vidéos sur tout ce qui est l'économie de l'attention, comment est-ce qu'on fait un tunnel d'achat pour consommer au maximum, qu'est-ce que ça fait quand on est en train de refresh Twitter ou Instagram le soir dans son lit avant de se coucher. Qu'est-ce que c'est qu'un shot de dopamine en fait? Ou qu'est-ce que c'est que le FOMO, Fear of Missing Out? Qu'est-ce que ça fait de sentir, comme l'a dit Lydie dans une super présentation que j'avais vue d'elle, cette sensation fantôme qu'on a le téléphone qui vibre dans la poche, alors que non, on n'a rien reçu, mais on a l'impression. Ou encore l'infobésité. Donc, toutes ces questions-là, bah, j'aimerais bien qu'on se concentre plus sur des choses comme la gamification. Grégoire Quentin est un super coach agile d'ailleurs sur cette question-là. Je vous le conseille vraiment de discuter avec lui parce qu'il a plein de choses à raconter. Mais aussi les Wholesome Games. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. À la slide d'après, hop, je vous ai mis une vidéo, donc vous pourrez cliquer à la fin. Toutes les vidéos sont accessibles, vous n'aurez plus qu'à les lancer. Les Wholesome Games, c'est des jeux qui utilisent justement nos biais cognitifs sur qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans un jeu, qu'on peut ressentir des émotions positives. Et tout est tourné autour de ça, en fait, plutôt que de nous demander de rester le plus longtemps. Et bien entendu, travailler sur l'accessibilité, le keep it simple, stupid, l'écoute des besoins réels du client. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit le patron de Netflix il n'y a pas très longtemps. Il y a un journaliste qui lui demandait alors quel est votre plus grand concurrent en ce moment? Et il a regardé et très sérieusement, il lui a dit le sommeil. Parce qu'en fait, là, ce sur quoi il se bat pour qu'on puisse rester le plus longtemps devant nos écrans, c'est le sommeil. Et on a besoin de dormir, en fait. Et vraiment, parce que ça nous met en très mauvaise santé quand on ne dort pas. Donc, on sait tous ce que c'est que cette sensation de vouloir regarder juste un épisode de plus avant d'aller se coucher. Et ça fait partie, en fait, du numérique responsable de s'interroger sur ces questions-là. Et n'oubliez jamais qu'un cliqueur n'y arrive jamais seul. Si c'est fait pour y arriver le plus facilement possible, c'est que ça a été pensé pour ça. Et donc, si on veut sortir de ça, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de penser les choses différemment. Alors, des logiciels fonctionnels plutôt que leur documentation complexe. Donc là, j'ai préféré des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Des applications énergivores qui vont générer énormément de pollution avec des performances très lentes, avec un sac à dos écologique parce que souvent, quand on n'a plus de place sur un serveur, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On en achète un autre. On rajoute plus de puissance, on va embêter les sysadmins qui nous regardent en mode mais moi, mon budget, il n'est pas extensible, j'en peux plus. Et il y a un accompagnateur du numérique responsable, il n'y a pas très longtemps, qui racontait une histoire dans une des vidéos que j'ai regardées sur YouTube en basse qualité. N'oubliez pas d'aller regarder justement vos paramètres YouTube pour regarder en basse qualité. Qui expliquait que quand il a accompagné un très grand groupe d'une chaîne de distribution
de nourriture. Il expliquait que chaque vendeur, quand il regardait dans le catalogue, mettait une douzaine de secondes environ à trouver un article à chaque fois qu'on lui demandait une référence. Et donc là, comme ça n'a pas l'air très grave, mais 12 secondes, plus 12 secondes, plus 12 secondes, à la fin, ça lui faisait plusieurs temps plein en fait au personnel informatique. Et donc, ils ont voulu regarder comment est-ce qu'ils pourraient faire pour régler cette problématique-là. Bon, option 1, rajouter plus de serveurs et plus de puissance. Option 2, se faire accompagner par de super crafteux et des personnes qui s'y connaissent en numérique responsable. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés regarder l'horreur absolue d'un batch qui n'avait pas été réfactoré, dont on n'avait pas pris soin pendant des années et des années. Et ils ont découvert l'apocalypse de l'horreur. Je pense que pour les développeurs qui sont là, ce côté, si je retrouve le mec qui a codé ça, on va avoir une petite discussion et ce ne sera pas un gros câlin. Alors, c'est vrai, ils en ont sué. Ça a pris du temps et ça leur a pris des sous. C'est vrai. Mais ils ont pu décommissionner plein de choses. Ils n'ont pas rajouté de serveurs, ils n'ont pas rajouté de puissance de calcul et ils ont gagné énormément de temps de traitement. Et donc, ils sont passés à 5-6 secondes pour avoir, je crois que c'était même moins, 3-4 secondes. Et donc, ça leur a fait faire d'énormes économies dans le temps. Donc, c'est possible, en fait, d'alléger son système informatique plutôt que de le faire grossir tout le temps. Et il y a la loi de Wirth que j'aime bien et que vous retrouvez encore dans le livre Green IT. Ce que Intel vous donne en progrès de matériel, Microsoft vous le reprend en performance. En gros, ce qu'on entendait beaucoup dans les années 90, c'est que on n'augmentait pas suffisamment au niveau de la puissance hardware, mais par contre au niveau, on augmentait, mais qu'au niveau performance, en fait, on reperdait tout le temps. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des expériences, par exemple, avec Windows 8. Moi, ça m'avait vraiment choqué quand j'avais, je ne sais plus, 15-16 ans, quelque chose comme ça, quand il y a eu Windows 8 qui est sorti et que quand on achetait un ordinateur, on le lançait la première fois, il ramait déjà. Comment on peut vendre ça? Un ordinateur qui n'a pas les composants capables de supporter son système d'exploitation. Acheter à la FNAC, vous savez, dans les packs tout fait, c'est pas normal. On peut pas penser les choses comme ça. Donc, si c'est les devices qui coûtent cher au niveau du climat, si c'est leur fabrication qui coûte cher, il faut faire très attention à ce qu'il y a à l'intérieur et pouvoir concevoir justement des choses qui font que ça tourne dessus, que c'est pensé pour ça. Et pas penser le logiciel et le hardware de chaque côté, comme si de toute façon, on allait faire en sorte qu'un carré rentre dans un. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Ouais, il est 13h10, je surveille un peu l'heure. La collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. Donc moi, j'ai préféré proposer de la valeur utile plutôt que consommer et créer des marchés captifs. Je pense que vous connaissez l'achat de méga gros CMS pour faire du traitement et qui fait qu'après, on ne peut plus s'en sortir. Ça peut être une des choses, mais ça peut être aussi signer de gros contrats avec certaines entreprises qui font qu'on est obligé d'utiliser seulement leur logiciel et qu'on doit prendre toutes les fonctionnalités qui vont avec. Il y a plein de choses à regarder au niveau justement de qu'est-ce que c'est qu'un énorme logiciel? Comment est-ce qu'on peut faire pour enlever des choses et reprioriser vraiment sur la valeur? Parce que c'est vraiment une question de priorisation, en fait. L'éco-conception, le fait de pouvoir faire des event storming, par exemple, ou la notion de prototype. Alors, je suis désolée, normalement, la notion de prototype, je fais un grand jeu quand on est en présentiel et j'essaye de vous faire deviner comment est-ce que ça me coûterait le moins cher de tester ma super hypothèse de vendre à McDonald's des hamburgers aux spaghetti bolognaise. Alors, je vous laisse la petite énigme. Et si vous voulez, à la fin, vous essayerez de me dire comment est-ce que je peux faire pour prendre le moins de temps possible, le moins d'argent possible et surtout, et c'est le plus important en tant qu'agiliste et accompagnateur au changement, en prenant en compte l'expérience du client, en ayant vraiment son feedback réel. Donc, je vous laisse mijoter là-dessus et puis sinon, on en parlera en questions-réponses. Et puis sinon, il y a tout ce qui est faisabilité, le design circulaire, et donc éviter les captations des pratiques et des devices. Je pense que la fameuse blague de Apple, il faut tout racheter. À chaque fois qu'il y a un nouveau chargeur, ça vous parle à tous. Le design circulaire et justement les notions de réutilisabilité, de recyclage, d'éco-conception. Donc, il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes sur cette question-là. Je ne vais pas m'étendre, mais je vous invite vraiment à aller regarder. Et en bas, je vous ai mis une petite vidéo de Micode. Alors, pour les développeurs, je ne sais pas si vous connaissez Micode, mais j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. C'est un dev qui est vraiment intéressant. Et donc, il parle dans cette vidéo-là
d'une marque d'imprimante et de qu'est-ce qu'il y a derrière le fait qu'on rachète toujours de nouvelles cartouches et qu'elles ont l'air toujours vides et qu'elles n'ont jamais l'air de marcher. Donc, je vous invite à la regarder, mais je vous spoil un peu. En fait, quand on rajoute une cartouche d'encre de cette marque-là, elle s'arrête de fonctionner alors qu'il en reste encore 30% dedans. Il y a une petite puce qui dit qu'il faut qu'elle arrête de fonctionner. Leurs imprimantes coûtent beaucoup moins cher que ce qu'elles devraient nous coûter à acheter. Par contre, en fait, l'argent, il se fait sur un marché captif de cartouches d'imprimantes. Très intéressant. Et encore une fois, ça doit nous pousser à nous poser des questions autour de quand on crée quelque chose, pourquoi on le fait? Quelle est sa destination, en fait? Et comment est-ce qu'on pense se rémunérer dessus? Qu'est-ce que c'est un ROI qui a du sens? Toujours OK pour vous? Oui, c'est un scandale, les imprimantes, je suis bien d'accord. Ça m'a vraiment choquée quand j'ai appris ça. Hop. Et pour la dernière valeur du manifeste, donc plutôt que l'adaptation au changement par rapport au suivi du plan, l'amour de l'existant et son adaptation plutôt que la course à la croissance. Je ne sais plus qui a dit que dans le vivant, la croissance pour de la croissance, ça s'appelle une tumeur, mais globalement, pour un service informatique, je pense que vous connaissez tout ça. Un serveur de plus, puis un serveur de plus, une ligne de code de plus, et on se retrouve avec des fonctions qui vont 6000 lignes, et on se retrouve à regarder son écran et à se demander pourquoi on existe, tellement c'est compliqué, et tellement ça n'a plus de sens. Et donc, en fait, faire attention au niveau numérique responsable, c'est aussi vraiment faciliter la vie des développeurs. Vraiment. Et la vie du produit et le fait de pouvoir pivoter, le fait de pouvoir changer de système, faire du réutilisable, faire de la bonne conception informatique, c'est très, très important. Et donc, au lieu d'augmenter les serveurs, les consommables, de multiplier les devices, on peut plutôt faire du FinOps, du Care Device, mutualiser les choses, analyser et mesurer avant de décider et réfléchir à d'autres moyens de consommer. Et dans les autres moyens de consommer, par exemple, il y a Back Market. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise qui permet de racheter les téléphones des gens. Ils les reconditionnent, ils leur mettent une garantie et ils nous les revendent. Alors, ça peut être vachement bien comme ce qui s'est passé là dans la mission que j'accompagne en ce moment. On avait besoin de beaucoup de devices pour justement tester des performances catastrophiques sur une application et faire en sorte qu'elle soit de nouveau bien utilisable pour des devices de mauvaise qualité, enfin, qui avaient en tout cas plusieurs années. Et pour certaines marques, c'est vraiment aussi des devices qui rament de base. Et le truc, c'était que pour moi, c'était hors de question qu'on se mette à acheter plein de téléphones pour cette question-là, quoi. Donc, on est allé les trouver sur Back Market en état plus ou moins bon, mais le but du jeu, c'était de pouvoir faire des tests, en fait. Alors après, il ne faut pas oublier que si on peut acheter des choses moins chères parce qu'elles ont été recyclées et qu'elles nous donnent cette satisfaction de se dire on fait le bon truc, ça peut aussi pousser à en acheter un de plus, hein. Donc, c'est très important de voir que quand on construit un moteur thermique qui est de plus en plus écologique, ça nous permet en ce moment de faire de plus gros SUV. Donc, si on vous permet d'acheter des téléphones moins chers et recyclés, ça peut permettre aussi de s'acheter de plus en plus de choses. Faut toujours faire attention à l'effet rebond au niveau de la technologie et de la façon de vendre les choses dans le numérique. C'est vraiment important. Et donc, je vous ai mis une petite vidéo de Jamie. Donc, je pense que vous avez tous connu Fred et Jamie. Et donc, Jamie a fait une chaîne YouTube qui est assez intéressante, qui est de la bonne vulgarisation, comme ils ont toujours su faire. Et donc, elle est très, très intéressante sur comment faire durer son smartphone plus longtemps et comment le recycler. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, l'or des Français, finalement, on est tous ultra riches, on a tous de l'or chez nous, parce qu'en fait, on a nos vieux téléphones qui traînent dans un tiroir. Donc, garder un smartphone au cas où l'autre qu'on vient d'avoir casse, OK, mais en garder 4 parce qu'on a une valeur affective de « Ah, c'est celui-là que j'avais à telle époque », peut-être pas en fait, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que, comme on l'a dit, s'il y a 90% du CO2 qui a été fait au niveau de la fabrication du device, qu'il soit dans votre placard et qu'il vieillisse alors que justement les logiciels sont en train d'augmenter en puissance et en consommation, c'est juste en train de faire que tout le temps il aurait pu être réutilisé par quelqu'un, en fait il est en pure perte. Donc, allez chercher l'or dans vos tiroirs et mettez-les à recycler. Parce qu'en France, on y arrive quand même plutôt pas mal. Alors, récupérer les terres rares qui sont de plus en plus manquantes, alors qu'elles sont toutes englobées les unes dans les autres, c'est très difficile. Mais c'est quand même déjà vraiment beaucoup mieux que rien. Et effectivement, oui, vive les low-tech, Johan, ça c'est clair et net. Et c'est rigolo en plus, les low-tech. Enfin, ça demande de se poser tellement de questions de comment est-ce qu'on peut réutiliser un truc pour fabriquer quelque chose. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est de bon casse-tête en fait. J'adore coder en C.
Effectivement. Alors oui, ça c'est vrai que j'en parle pas énormément, mais je pense que les développeurs, vous êtes beaucoup plus au fait que moi. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier de dire, mais le coût d'un langage environnemental est pas du tout le même en fonction, hein. Ça, c'est très, très intéressant aussi à regarder. Entre le poids du PHP, du .NET, du Java, le C, etc., c'est très, très intéressant à regarder. Et Marc qui nous dit les recycleries, c'est cool. Oui, effectivement. Et puis, on découvre plein de trucs, en fait. C'est aussi ça qui est vraiment chouette avec... je trouve que ce qui est intéressant dans le fait de s'intéresser à la crise climatique, au numérique responsable, c'est que ça nous demande énormément de créativité. Ça nous demande énormément de curiosité. Et bah, c'est pas mauvais pour les êtres humains, je pense, hein. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien au quotidien. Les Repair Café aussi, oui, tout à fait. Toutes ces initiatives-là sont vraiment intéressantes et demandent de rentrer en communication avec des gens de plus en plus et de collaborer. Et donc, transformation agile, communication, collaboration, bah voilà, on retombe encore sur ces notions-là. Alors, une petite dernière, justement, comme on vient de parler de back market, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Bisou. Mais la méthode Bisou, elle est vraiment chouette et elle est à partager avec tout le monde, que ce soit les enfants, vos compagnons, vos compagnes, la famille. Ça prend pas beaucoup de temps à expliquer et ça aide vraiment à apprendre, surtout aux tout petits, hein, je trouve que c'est intéressant, comment est-ce qu'on peut consommer autrement. Parce que, en fait, la méthode Bisou, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant, là, tout de suite, dans ce magasin avec ma carte bleue qui est dans mon sac? Est-ce que je pourrais juste sortir de ce magasin et me dire, c'est pas grave, je vais acheter ce truc-là, mais je vais l'acheter plus tard, la semaine prochaine, où je suis devant mon ordinateur avec PayPal qui est déjà branché, et donc ça me prend 3 clics en fait de faire un achat sur Amazon, sur PayPal. C'est sans friction, c'est tellement facile de pouvoir dépenser de l'argent maintenant sur Internet et de se faire livrer des objets. Ben, juste ne pas utiliser ce biais cognitif humain, hein, de je vais rater quelque chose, je vais rater une occasion, c'est les soldes, etc. Juste mettre le temps, ça va vous permettre de décrocher en fait. Donc est-ce que c'est un besoin immédiat? Je pense que c'est la plus utile. Alors après, il y a aussi, est-ce que j'en possède déjà un semblable? Est-ce que j'ai besoin d'un autre débardeur? Parce que j'ai aussi fait la fresque du textile et je pourrais beaucoup vous parler de mode et des vêtements. Ça, c'est aussi un autre sujet sur lequel je suis très passionnée et qui a vraiment son intérêt. Et ensuite, est-ce que j'en connais l'origine? Parce que l'origine nous permet de plus en plus de piloter aussi notre consommation. Et puis, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne va pas casser dans les 3 minutes? Est-ce que si je vais dans un Repair Café, je vais me retrouver devant le type et il va me regarder, il va me dire, mais en même temps, ce machin-là, tu l'as acheté 30 euros, il vient de Chine et il est absolument pas fait pour être réparé. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et ça arrive, hein, ça arrive. Donc, mieux vaut acheter une fois, solide, réparable. C'est toujours ces questions-là. Et donc, c'est pareil, je vous donne une dernière anecdote. C'était une entreprise d'assurance dans le BTP. Ils font construire un nouveau building hyper éco-responsable, vachement bien pensé, avec tout ce qu'il faut pour la régulation de température, tout bien. Et puis, ils disent, bon, bah voilà, comme on change les locaux, on va aussi changer tous les ordinateurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était la décision qui a été prise à ce moment-là. On va changer tous les ordinateurs. OK, mais on a mis tout le fric dans le fait de faire ce super building. Donc, on va changer tous les ordinateurs, mais on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont changé tous les ordinateurs avec les composants les plus bas, les plus tirés vers le bas. Et donc, ils ont donné la même tour à quelqu'un qui va faire du Excel toute la journée qu'à quelqu'un qui va coder sur le batch de l'apocalypse dont on parlait tout à l'heure, qui demande énormément de puissance de calcul. Et ben, tous les disques durs des développeurs ont sauté, semaine après semaine, et donc ils ont dû tout racheter en plus cher et en meilleure qualité. Donc, les économies de bout de chandelle, ça c'est aussi une question qu'on voit dans les transformations d'entreprise et dans les transformations numériques. Et encore une fois, une économie de bout de chandelle, ça peut être jugeant, la façon dont on peut dire ça. Il faut vraiment s'intéresser aux problématiques que vivent, que ce soit les dirigeants d'entreprise, les managers ou les équipes qui sont sur le terrain. Donc, c'est pas tant une histoire d'économie que de savoir quelles sont les implications des choix qu'on prend, en fait, de vraiment pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Les constructeurs qui stoppent les mises à jour de sécurité des vieux smartphones. Oh oui, aussi. Pousser à l'obsolescence programmée par le logiciel, c'est une vraie question. Et donc voilà, encore une fois, ils s'en sont mordus les doigts après. Et ça a donné une mauvaise réputation à l'entreprise. Les développeurs étaient frustrés. Il y a eu un énorme ROI manquant. Il y a eu un risque à ne pas faire énorme parce qu'ils n'ont pas pu livrer. Donc, encore une fois, c'est pas tant de jeter la pierre, c'est pas tant de juger. On a tous des biais cognitifs, on a tous des difficultés à résoudre. C'est plutôt de pouvoir poser les complexités ensemble et de les réfléchir et de les accueillir de manière bienveillante. Donc voilà pour le manifeste pour une agilité responsable que je voulais vous proposer aujourd'hui.
J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que ça vous a plu. Et puis, si ça vous dit, je suis vraiment curieuse de voir avec vous qu'est-ce que vous metteriez dans un manifeste pour une agilité responsable. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui? Comment est-ce que vous accompagnerez aujourd'hui? Par quelle valeur vous accompagnerez aujourd'hui une entreprise qui veut tout autant réussir à pivoter sur des marchés qui sont compliqués, réussir à livrer rapidement, réussir à avoir du feedback, tout en ayant une vraie conscience écologiste. Merci Lydie. D'ailleurs, c'est le moment de faire mon petit hommage à Lydie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Lydie Huon. C'est une coach agile avec qui j'ai travaillé et que je trouve absolument top et qui a fait un super webinaire sur justement les produits responsables, la conception de produits, parce qu'elle est experte surtout sur le produit. En tout cas, moi, je la connais surtout sur cette expertise-là. Mais elle est vraiment ultra top. Et donc, je vous l'ai mis en lien juste après. Et c'est très, très intéressant tout ce qu'elle raconte justement sur les faux mots, les vibrations, les biais cognitifs. C'est très, très intéressant. Il est 23. Je pense qu'on n'est pas trop mal, Johan, niveau timing. Ouais, nickel. Ça va. Un grand merci à toi. Et juste pour que vous sachiez, si vous voulez poser des questions en direct à Gwen, vous pouvez continuer à alimenter le board, bien sûr, mais normalement, vous pouvez je sais même plus le dire en français. Vous démute vous démutez vous-même. Je sais même pas comment on le dit en français. Bref, vous êtes en capacité de le faire, donc n'hésitez pas à poser vos questions en live. Carrément. De toute façon, après, il me reste juste des toutes petites slides de clôture avec un peu ma philosophie et puis quelques petits encouragements pour votre quotidien. Donc, il est 24. Je sais qu'on avait dit qu'on arrêtait à 30. Et si vous voulez pousser pour les questions-réponses, on n'a qu'à se dire qu'on pousse entre 30 et 45, quelque chose comme ça. Oh, bébé Lydie, petit Arthur. Vraiment top. Je suis très contente que tu sois là en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Informer, expliquer, mesurer, proposer, accompagner. Alors effectivement, j'en ai pas parlé énormément. Par contre, vous aurez vraiment toutes les ressources en dessous. Mais mesurer, mettre en place un ROI, mettre en place des choses qui font qu'on sait où est-ce qu'on en est. Parce que de toute façon, qu'on soit en train d'accompagner une transition d'entreprise ou une transition numérique responsable, si on ne peut pas accompagner la direction et le management avec quand même des métriques, avec des choses qui sont actionnables, on n'est pas en train de coacher en fait, on n'est pas en train d'accompagner, on est juste en train de dire des choses mais peut-être un peu dans le vide. Donc l'important c'est de réussir à faire que ces mesures par contre elles aient un sens et qu'on n'en fasse pas, et là je suis en train de penser au cher coach agile de SWAT avec qui on travaillait avant, et qu'on n'en fasse pas ces fameux indicateurs pastèques qui sont verts à l'extérieur, oui, vous inquiétez pas, tout roule, et complètement rouge à l'intérieur. C'est très important les outils de mesure et qu'ils soient pris en compte dans les décisions qu'on prend. En tant que lead dev, coacher sur les pratiques craft. Alors effectivement, ça, je sais pareil, dans les ressources que je vous ai mis plus bas, il y a un super bouquin qui m'a été poussé par Monsieur Thomas Talbot, vraiment très top, sur Softwarecraft, qui est en français et que je vous conseille énormément, qui est vraiment très très chouette. Attends, je peux rebondir dessus du coup, je fais juste de Ouais, la pub. vas-y, Normalement, justement, je connais une partie des gens qui ont pu écrire ce livre et normalement, je les ai à la rentrée pour une interview en mode croisé. Donc, si vous voulez venir leur poser des questions, si vous avez le temps de le lire durant l'été, ce sera normalement courant septembre. Ouais, c'est un trop chouette. Petite pub. Clairement, je viendrai. Trop bien. Super top. Alors, mesurer ses performances pour sortir la tête du sable. Effectivement, c'est d'ailleurs commencer à attaquer les perfs. C'est un des meilleurs trucs que vous pouvez actionner dès le début avec vos équipes de développement. Parce que ça permet de vraiment mettre les mains dans le cambouis, de voir si on a les connaissances pour le faire et de vraiment se rendre compte de la réalité. Et puis d'embarquer, de découper des petits morceaux, puis de les mettre dans chaque sprint, de mettre une bande passante dans vos équipes comment pour le faire. Attaquer les performances, regardez qu'est-ce qu'on peut décommissionner. Vraiment très, très top pour commencer. Pour moi, j'espère qu'on pourra aller plus loin la prochaine fois. Oui, tout à fait. Effectivement, alors, ce que je t'invite à faire, Samuel, c'est que derrière, il y a vraiment toutes les ressources. Et effectivement, après, la problématique par rapport à ces questions-là, c'est plutôt, là, on a regardé tout ce qui était mindset, mais sinon, après, il faut se former, en fait, pour accompagner aussi au numérique responsable. C'est comme demander à des coachs agiles et des Scrum Masters de venir, il y a des choses qu'il faut savoir en fait et qu'il faut actionner. Et donc, quand on dit faites une partie craft, par exemple, en fait, le craft, ça prend énormément de choses.
Et donc, on a le mindset, il faut faire du craft. Et qu'est-ce que ça veut dire faire du craft? Mais avec grand plaisir pour en reparler. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui peuvent accompagner là-dessus. Les mesures objectives plutôt que les croyances subjectives. Et effectivement, parce qu'on a beaucoup de biais cognitifs sur ces questions-là. De la valeur utile plus que de répondre à des faux besoins. Ah, oui. Mesurer les coûts cachés, cette feature ou ce code coûte de l'argent au business sur le long terme, tout à fait. Questionner l'impact d'une fonctionnalité sur son utilisateur. Oui, oui. Les outils de calcul, qualité test. Donc, vous voyez, en fait, effectivement, là, tout ce que je vois aussi sur le board, c'est justement qu'est-ce qui est actionnable, qu'est-ce qui est vraiment faisable, en fait. Parce que s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre par rapport au fait de s'intéresser aux questions climatiques et au numérique responsable, c'est que ça prend des émotions, ça prend une charge cognitive, ça fait qu'on voit le monde de manière différente. Et si on ne se met pas dans l'action et qu'on n'est pas avec des gens qui nous permettent d'être dans l'action, ça peut faire bobo, ça peut abîmer. Donc ne restez pas seul et faites des communautés de pratique, mettez des choses en action, commencez à mettre ne serait-ce qu'une petite tâche dans un sprint. Le fait de se mettre à bouger, c'est ça qui fait qu'on tient le coup, vraiment. Si je peux vous donner un truc, c'est faites les choses en fait. Formez-vous et commencez petit par petit, mais faites-le. J'ai une question pour toi, Gwen. Mhm. Est-ce qu'il y a des métiers, des nouveaux jobs ou des choses comme ça qui sont apparus liés à ça et qui peuvent nous aider dans l'entreprise? Je fais le parallèle avec le coaching agile qui est apparu de base lié à l'agilité, donc du coup pour accompagner les entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe aujourd'hui? Donc du coup, ça pourrait aussi rebondir au message de Samuel. Parce qu'autant la formation, c'est bien, mais très souvent, tu es tout seul et donc du coup, tu n'as pas forcément le sponsoring qui va avec. Et l'idée, c'est comment Yes. sortir un petit peu de... Enfin, comment s'aider quoi, réellement en entreprise. En fait, c'est une question qui est compliquée. On en a parlé beaucoup avec Johan en préparant justement la session d'aujourd'hui parce que les formations, ça coûte très cher. Elles ne sont pas forcément actionnables pour l'instant quand on sort. Et dans le même temps, il faut vraiment se former. Donc, encore une fois, ça va être une réponse de systémicienne. Il faut faire attention au système. C'est-à-dire qu'il faut trouver les personnes qui sont donc avec les nouveaux métiers du RSE, des responsabilités sociales entreprises, et il faut pouvoir mettre en place des choses avec elles. Dans le même temps, il faut trouver du sponsorship dans la vision et de faire de l'accompagnement au changement. Donc là, c'est plutôt les métiers d'accompagnateur au changement, mais avec une sensibilisation responsable en fait. C'est important de garder sa posture d'agiliste et tout ce qu'on a déjà appris, mais en créant son propre rôle de changement sur la crise écologique. C'est une sorte de nouveau métier aussi, parce qu'on s'ajoute quelque chose en plus à porter comme valeur. Et puis ensuite, ça va être tous les gens qui font du craft et qui sont orientés plutôt sur le travail des performances et de bien faire attention au hardware, au logiciel. En fait, c'est plutôt les métiers, je trouve, qui existent et qui, dans le même temps, prennent une nouvelle teinte, une nouvelle coloration, en fait, par cette sensibilisation. Peut-être que plus tard, ce sera encore plus professionnalisant avec vraiment des gens qui sont extrêmement pointus, qui connaissent plein de choses. Mais la France, c'est un des pays, je crois que c'est le pays qui est le plus en avance sur toutes les questions de Green IT. Donc, c'est encore en cours de professionnalisation. Et c'est aussi ça qui est chouette. Ça veut dire qu'en fait, chacun à son niveau peut commencer à prendre en main les choses. Je ne sais pas, Johan, si tu veux rajouter quelque chose sur ça, si tu as d'autres connaissances. Non, je t'ai très bien répondu. Alors, j'aurais pas forcément fait la même réponse parce que j'étais peut-être un peu plus orienté sur le fait Green IT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des experts, des experts Green IT, donc des gens qui ont suivi une formation certifiante, qui vendent en fait des accompagnements à l'heure actuelle. Pour le coup, je connais des gens qui sont passés par ces formations-là. Je les ai pas vus à l'œuvre. Je sais pas ce que ça vaut et je sais pas réellement c'est quoi leur mindset. Le problème, c'est que quand ça devient un business, ça dévoie un petit peu l'intention. Donc, il y a énormément de gens qui sont en train d'essayer de surfer sur cette vague-là, qui sont en train de monter des business autour du Green IT. Moi, je préfère ton approche, Gwen, comme tu l'as précisé, que ça devienne une coloration en plus de son travail. Et à nous, chacun à notre niveau, en fait, on peut agir, comme tu l'as dit, par la formation. Il y a énormément de livres et il y en a un nouveau qui vient de sortir. D'ailleurs, Je tu vais m'as mettre sur les partagé. ressources. Ouais, mais j'ai pas la rajouter du coup. Ouais. Ah, tu l'as déjà là? Ah bah oui, Ouais, je vous ai mis. l'éco-conception, voilà. Moi, Ouais. celui-là, je l'ai déjà pu le lire, donc je le recommande vivement. Et Gwen me disait que l'autre, celui-là, juste à gauche, qui vient de sortir également, est vraiment top. Ouais. Donc, Il est très top. Et puis surtout, justement, tout ce qui a pu manquer à Samuel tout à l'heure sur les choses plus actionnables, énormément de ressources, d'éco-calculateurs. Alors, je vous ai mis plein de choses, donc n'hésitez pas à cliquer partout. Toutes les vidéos sont cliquables, les liens sont cliquables. Mais Green IT, en plus, je vous le conseille en version numérique parce qu'il y a des quiz
entreprise à l'intérieur. Et donc, ça vous permet aussi d'évaluer un petit peu ce que vous avez retenu. Ça ne coûte pas très cher en version des maths. Ça permet de se partager en entreprise. Vous partagez des codes si vraiment vous n'avez pas les moyens de trop investir. J'imagine que ce n'est pas trop une problématique. Et puis, voilà, vous essayez au moins de faire tourner ça. C'est très, très intéressant. Ça se lit assez rapidement. C'est vraiment, vraiment chouette. Du très bon travail. Je me suis permis d'en rajouter un, mais c'est un peu pour ouais. le bad trip. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la fresque du climat, en fait. Oui. Ou la fresque du numérique. C'est l'enfer du numérique. C'est un travail de journaliste qui a été fait. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Pitron. C'était lui qui avait aussi fait une enquête. Je ne sais plus comment il s'appelait le précédent bouquin, mais qui avait fait un tabac. Et là, il s'est vraiment penché sur qu'est-ce qui se passe quand on clique, quand on met un like, par exemple, sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou je ne sais quel réseau social. Quand on commence à tirer la ficelle. Ouais, voilà. Et là, du point de vue systémique, là, tu commences à te rendre compte c'est quoi le système. Et ouais, c'est super intéressant, super bien documenté. Et il a vraiment exploré ça à travers sous plein de prismes différents. Il a étudié il a enquêté réellement dans plein de pays différents. Donc, c'est super intéressant. Top, je te remercie. Je ne l'ai pas lu, du coup, je vais rajouter ça dans la palle. Alors, avant de vous laisser, je vais vous donner une citation qui m'a porté toute ma vie. Merci à mes parents qui m'ont fait lire Sartre quand j'étais pas trop âgée. Ça m'a aidé sur plein de choses. Et donc, l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous. Donc, la société dans laquelle on vit, qui est capitaliste, qui est sur la croissance, qui est sur la consommation, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Donc, notre capacité à savoir qu'on vit dans ce monde-là, qu'on est dans ce système-là, que tout ne repose pas sur nous en tant qu'individu. Bien entendu, on n'est pas en train de taper sur les individus, mais plutôt sur le système. Tapons sur le système. Et donc, l'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce système-là et comment est-ce qu'on le fait bouger, en fait. Et donc, en venant vous former au numérique responsable et en allant regarder toutes les ressources que je vous ai données, il y a vraiment à boire et à manger, c'est aussi comme ça, en fait, que vous pourrez attaquer ce système. Et donc, chers agilistes, chers crafteux, si vous ne faites pas d'agile washing dans votre quotidien, si vous accompagnez vraiment les entreprises pour que ça bouge, pour que ce soit actionnable, pour que ce soit factuel, pour que ça puisse aider les êtres humains, leur bien-être, leur communication, si vous ne faites pas d'agile washing et que si vous aidez vraiment à avoir du feedback utilisateur et à bien concevoir les produits, en fait, vous ne ferez pas de greenwashing non plus. Ça repose aussi sur vous, en fait. Et donc, c'est une des choses que je voulais donner, c'est que, comme tu disais, est-ce qu'il y a des métiers, tout ça, là, c'est une coloration qu'il faut prendre pour moi. C'est vraiment des formations qu'il faut avoir. Alors, c'est vachement bien si c'est porté par l'entreprise. C'est bien aussi si c'est sur son temps personnel. Tout ça compte, en fait. Tous les petits efforts comptent. Et donc, je vous laisse avec un petit jeu. Alors là, on n'aura pas le temps de le faire maintenant, mais vous pourrez le faire ce soir ou un peu plus tard dans la journée avec vos compagnons, compagnes, les enfants, tout ça. Essayez de trouver le plus rapidement 10 innovations qui n'ont absolument aucun sens et qui n'auraient pas dû exister. Parce que s'il y a bien une chose aussi que j'aimerais que vous preniez en compte dans cette présentation, c'est que c'est pas parce qu'on peut le faire, ce n'est pas parce que j'ai les serveurs pour le faire, les développeurs pour le faire, l'argent de base pour le faire, qu'il faut que je le fasse. Parce que la décroissance, ça passe aussi par ne pas commencer à créer tout un tas de trucs qu'on ne réutilisera pas. Et donc, je vous présente les magnifiques chaussettes Netflix qui vont mettre en pause votre lecteur s'il sent que vous vous endormez, pour que vous ne perdiez pas la suite de votre épisode. Et oui, et en plus, ils le vendent en kit DIY sur leur site. Hein. C'est pas... ils déconnent pas. Hein. Donc voilà, il y a un tas de trucs, vraiment, qu'on construit et qu'on ne devrait pas faire. Et finalement, en fait, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Enfin, souvent, c'est plus facile de détruire que de construire. Mais ce qui fait que là, c'est vraiment difficile pour l'être humain d'avancer sur cette question-là, c'est que là, en fait, c'est vachement plus difficile de construire que de détruire, d'une certaine manière. Là, ça nous demande de construire un autre système de société, un autre système de fonctionnement, d'accompagner les entreprises aussi de la même manière et en même temps aussi différemment. Ça demande énormément de choses. Donc, posons-nous la question de pourquoi on fait les choses. Et il y en a un tas, hein. Ça peut durer longtemps ce jeu-là. Je vous avais mis normalement un slide juste pour rigoler, pour s'avancer dessus. Et donc, pour terminer, voilà les 2 dernières slides avec les ressources. Donc, venez fresquer, venez faire la fresque du climat. Ça prend du temps, mais une fois que vous l'avez fait, vous avez vraiment des connaissances intéressantes et systémiques justement sur ces questions-là. Les trois MOOC là, que je vous ai mis, donc du plus large, on va dire,
Peut-être celui-là qui est plutôt vraiment sur d'abord les aspects environnementaux, mais aussi sociaux, les questions des modèles économiques. C'est vraiment très intéressant parce que ça part vraiment de la base jusqu'à comment est-ce qu'on accompagne une entreprise au quotidien sur ces questions-là. Donc, je vous le conseille vraiment. Il est top, il est gratuit, il est vraiment chouette. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et il m'a aidé à justement élaborer aussi un peu plus cette conférence. Les 2 autres sont très intéressants aussi, je vous les recommande. Tout ça est gratuit et permet d'être fait quand vous le voulez. Salut Yaya. Et enfin, toutes les ressources, les bouquins, les vidéos, le super webinaire dont je vous parlais avec Lydie et avec qui c'était? C'est Rossignol. Comment il s'appelle Rossignol? Bon, il est très chouette, vous le verrez dans la vidéo aussi. Je crois que c'est Maxime. Et puis voilà, c'est terminé pour moi. Et donc, merci beaucoup à Yoann pour ton invitation. Il était venu faire un BBL Craft gratos chez le client que j'accompagne en ce moment. Et les devs avaient adoré. Il y avait Thomas Talou avec nous d'ailleurs et Florian. On s'était bien marré, on avait passé un bon moment. Et donc, on continue à faire les midi kata, on continue à faire plein de choses. Donc, ça a donné beaucoup d'énergie. Merci beaucoup à toi pour ça. Top, c'est cool. Enfin, c'est vraiment cool. Merci du feedback et encore un grand merci à toi. C'était vraiment top. Alors, je crois que tout le monde a réellement beaucoup apprécié. Donc, n'hésitez pas à mettre des feedbacks soit dans le chat, soit à prendre la parole maintenant. Mais encore un grand merci pour ça. C'était un vrai plaisir. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ça. Et puis, ça va, ça s'est bien passé. Même si c'était à distance, je suis contente. Donc, n'hésitez pas. On a quelques minutes maintenant pour dialoguer. Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, on se laisse là si vous n'avez pas de questions. Ça peut aller aussi. Ça nous va aussi, on va dire. Bonjour, moi j'ai une petite question. Je suis très sensible à l'écologie de manière individuelle, donc chez moi, mais c'est vrai que je ne l'applique pas du tout en tant que Scrum Master ou juste quand j'ai des goodies, je dis non merci et je questionne est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Yes. Maintenant, je me demandais, sans passer du temps, enfin beaucoup de temps à approfondir tout ce que tu as partagé, merci d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des petites rétros, des petits trucs, des petits sujets, des petites manières d'aborder ça sans que ça soit tout de suite une usine à gaz et que ça fasse peur, un peu comme tu disais au tout début? Bah déjà, tu peux, je pense, essayer une rétrospective autour de cette question-là. Tu vois, en posant, par exemple, tu sais, qu'est-ce qui va bien dans nos pratiques? Bah, ça va être les performances, les outils qu'on utilise, les devices, est-ce qu'on utilise des smartphones, tout ça, comment est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on fait attention à décommissionner des fonctionnalités et pas à faire grossir trop notre application? Est-ce qu'on est encore capable de livrer rapidement et d'avoir du feedback utilisateur? Parce qu'au final, ça marche aussi, ça s'applique pareil. Tu peux avoir déjà ces premiers aspects sur une rétro. Et puis sinon, ménager du temps dans tes sprints pour commencer à attaquer les perfs, par exemple, à décommissionner, à faire des choses en fait qui font que tu fais dégrossir la masse et que tu peux les aider à se former de plus en plus sur des pratiques en fait qui sont au niveau code responsable, mais aussi peut-être au niveau produit, par exemple. Faire des ateliers, tu vois, un tout petit peu orientés, par exemple, si tu es sur de la conception de nouvelles fonctionnalités, de rajouter une contrainte qui serait l'accessibilité ou vraiment des questions sur l'environnement, comment ça positionne l'utilisateur, les biais cognitifs, des questions comme ça, en fait. Juste des petites notions qui font que tu vas déjà avoir un dialogue qui se crée. Ok. Et puis leur proposer des ressources à consulter par eux-mêmes si ça les intéresse, quoi. Commencer à ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment le premier pas sans trop se charger, je pense. Ouais, super. Top. Je vais être sur LinkedIn pour approfondir ça sans prendre trop de temps ici. N'hésite pas en tout cas à me contacter. Je suis très active sur LinkedIn, donc avec très grand plaisir pour en parler. Okay. Merci beaucoup en tous les cas. Il y a aussi tout ce qui est dark pattern qui peut être intéressant si tu travailles avec une équipe de dev. Parce que ça, souvent, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et tout ce qui est dark pattern, ça peut être très amusant en plus, de faire quelque chose tourner autour de ces principes-là. Des fois, sans le savoir, il y a des mauvais, ce qu'on appelle les dark patterns, mais sans le savoir parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça. En fait. Exactement. Là, j'ai mis une vidéo d'ailleurs. Celle-ci, elle est très courte. Tu peux aller la regarder justement. C'est un bon UX UI. Il est très intéressant. Il fait des trucs très chouettes. Et donc, sur toutes les questions de
Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous désabonner? Vraiment sûr de chez sûr? Vous vous rendez compte que ça va être horrible si vous vous désabonnez? Ce genre de questionnement. Ou quand j'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais sur Booking, quand on est capable de voir en temps réel le nombre de personnes qui sont en train de regarder la page, le nombre de personnes qui ont réservé dans les dernières heures, etc. La charge mentale que ça donne à l'être humain, c'est terrible en fait. Ça me fait penser, j'étais à un GoTo à Amsterdam où il y avait Chris, je ne sais plus comment, elle est spécialisée dans les UX design et elle expliquait tous ces pop-up qui apparaissent et en fait on ne pense plus du tout à l'utilisateur et ça devient vraiment très pesant. Donc tout est dans tout. Merci. Exactement. Décroissance, c'est en mettre le moins possible. Donc, puis c'est toujours une histoire de priorisation, de qu'est-ce qu'on veut avoir comme valeur, tout ça. Toujours la même question que pour les agilistes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant en tant qu'agiliste d'accompagner. Ok. Je te remercie pour ta question, Flo. Ok, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Encore un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'être venus aujourd'hui. Grand merci à toi, Gwen. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez les ressources sur le board. Donc, si vous voulez vous former, et comme a dit Gwen, vous pouvez la solliciter. Elle sera ravie de vous répondre. Merci à tous et bon après-midi. Un très grand merci à très bientôt. Au revoir. Au revoir.